Vous pouvez pleurer ailleurs, a dit sa mère, en débarrassant la table avant même que j'aie touché à mon repas. Son nom était surtout pas le vôtre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai juste embrassé la photo encadrée et je suis sorti. J'ai juste embrassé la photo encadrée et je suis sorti. La pluie glissait sur les fenêtres de la morgue, un doux crépitement qui remplissait le silence où aurait dû être la conversation. Je me tenais seul dans un coin de la pièce, regardant les gens passer devant le cercueil de Nicolas. Mon époux depuis 3 ans, parti en un instant sur une route mouillée. Bien semblable à celle d'aujourd'hui. Les fleurs qui l'entouraient étaient toutes des roses blanches, le choix de sa mère, pas le mien. Nicolas aimait les tournesols. Claire. Je me tournai pour voir Éléonore Dubois s'approcher, sa robe noire nette et froissée malgré l'humidité. Le visage de ma belle-mère était un masque de composure, ses yeux secs. Elle avait toujours été belle de cette manière froide et intouchable, ses cheveux blonds argentés tirés en un chignon parfait, pas un cheveu hors de place, même dans le deuil. Le curé veut commencer bientôt, dit-elle, sa voix portant cette note familière de commandement plutôt que de requête. Vous devriez être assise au premier rang. Merci, Éléonore. Répondis-je doucement. Ses yeux se rétrécirent légèrement à mon usage de son prénom. Même après 3 ans de mariage avec son fils, elle ne m'avait jamais invité à l'appeler maman. Alors qu'elle s'éloignait, j'entendis les murmures qui suivaient dans son sillage. Pauvre Éléonore, perdre son plus jeune fils comme ça. Au moins, elle a encore Antoine. La femme est si jeune. Ils n'étaient pas ensemble depuis longtemps, n'est-ce pas? Les murmures me suivirent alors que je me dirigeais vers le premier rang. Je pouvais sentir les amis d'Éléonore me regarder, m'évaluer. J'étais l'étrangère ici, la femme qui avait enlevé Nicolas aux attentes de sa famille. Il était destiné à quelqu'un de leur cercle social, pas à une libraire sans pédigré à mentionner. Antoine. Le frère aîné de Nicolas, se tenait à côté de sa mère. Il hocha brièvement la tête dans ma direction, mais ne fit aucun geste pour faire de la place à côté de lui au premier rang. Je me suis assise à l'extrémité, séparée de la famille Dubois principale, par 2 chaises vides, une manifestation physique de l'écart qui avait toujours existé entre nous. Le service passa dans un brouillard. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas pleurer. Pas ici. Pas avec les yeux d'Éléonore se posant occasionnellement sur moi. Comme pour mesurer mon chagrin par rapport au sien et le trouver insuffisant. Quand cela se termina, les gens passèrent devant moi avec des condoléances murmurées. La plupart se hâtant d'embrasser Éléonore avec beaucoup plus de chaleur. Vous vous joindrez à nous pour le dîner à la maison. Déclara Antoine plutôt qu'il ne demanda alors que les derniers pleureurs étaient partis. Son ton ne laissait place à aucun refus. C'était apparemment mon devoir en tant que veuve de Nicolas. Bien sûr, répondis-je. Le domaine de la famille Dubois s'étendait sur 5 hectares de terrains entretenus, un chef-d'œuvre victorien qui appartenait à la famille depuis des générations. Nicolas et moi vivions dans notre propre maison plus petite de l'autre côté de la ville, mais c'était là qu'il avait grandi, là où se tenaient toujours les réunions de famille. Je ne m'étais jamais senti à l'aise ici, avec ses salons formels et ses portraits de famille s'étendant sur des décennies. Un cousin dont je ne pouvais pas me souvenir du nom, et moi. L'avocat de la famille, Maître Dubois, avait été invité, mais avait décliné avec un engagement antérieur. Éléonore présidait à la tête de la table avec Antoine à sa droite. J'étais assise près de l'extrémité, comme une pensée après coup. La conversation coulait autour de moi, mais jamais vers moi. Il parlait de Nicolas comme si je ne l'avais pas du tout connu, se remémorant des incidents d'enfance et des blagues de famille dont je n'avais jamais été témoin. À mi-chemin du repas. Éléonore se leva soudainement. Elle se dirigea vers le buffet où étaient rangés les couverts et revint avec un nouvel arrangement de assiettes et de couverts. D'un geste délibéré. Elle retira le couvert de Nicolas qui avait été laissé vide à côté du mien, un geste traditionnel de souvenir, et le remplaça par le nouvel arrangement. La table fut réinstallée pour exclure la place vide, et ce faisant, me poussa encore plus loin du groupe familial. Le message ne pouvait pas être plus clair. Nicolas était parti et avec lui. Mon lien ténu avec cette famille. Antoine dit doucement, peut-être devrions-nous discuter des arrangements pour la lecture du testament demain. Éléonore hocha la tête. Maître Dubois sera ici à 10 heures. Seulement la famille, bien sûr. Ma fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. Je devrais y être, dis-je, ma voix douce mais ferme.
Les yeux d'Éléonore rencontrèrent les miens, froids comme la pluie dehors. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, Claire. Nous pouvons nous occuper des affaires de Nicolas. Je suis sa femme. Cette famille possède ce domaine depuis des générations. Nicolas aurait voulu qu'il soit correctement géré. Je posai ma fourchette, l'appétit disparut. Nicolas aurait voulu que je sois incluse. Éléonore s'essuya les lèvres avec sa serviette, puis la plaça délibérément à côté de son assiette. Vous pouvez aller pleurer ailleurs, dit-elle, chaque mot précis et tranchant. Ce n'est plus votre foyer. Une pause. Ça ne l'a jamais vraiment été. Le silence qui suivit fut absolu. Sophie baissa les yeux sur son assiette, mal à l'aise. Mais unwilling de contredire sa belle-mère. Le cousin, Robert, je me souviens maintenant, se déplaça sur son siège, mais ne dit rien. J'aurais pu argumenter, crier ou pleurer. Ou leur rappeler que Nicolas m'aimait, qu'il m'avait choisi. Mais le combat s'était vidé de moi il y a 3 jours, lorsque l'officier de police s'était présenté à notre porte. Au lieu de cela, je me levai calmement, posai ma serviette sur la table et sortis de la salle à manger sans un mot. Dans le grand couloir, je m'arrêtai devant la photo encadrée de Nicolas et moi le jour de notre mariage. Je pressai mes doigts sur mes lèvres, puis sur son visage souriant derrière la vitre. Du petit sac de nuit que j'avais apporté, j'ai sorti mon manteau. Il n'y avait personne dans le couloir pour être témoin de mon départ. Personne pour essayer de m'arrêter. Dehors, la pluie s'était calmée en une bruine, mais je n'ai pas ouvert mon parapluie. Les gouttes froides semblaient réelles d'une manière que rien d'autre n'avait été depuis la mort de Nicolas. Alors que je descendais la longue allée, des souvenirs affluèrent, non sollicités. Le rire de Nicolas alors qu'il me racontait l'expression horrifiée de sa mère lorsqu'il avait annoncé notre fiançailles. La façon dont il tenait ma main sous la table lors de ces dîners familiaux tendus. La nuit où il m'avait serré près de lui dans notre lit et murmurait, « Ils ne comprendront jamais ce que nous avons. Et c'est leur perte. Je te protégerai d'eux », avait-il promis un jour. Ils peuvent être contrôlants, surtout ma mère. Mais tu es ma famille maintenant. Mais ils ne pouvaient plus me protéger. Ma meilleure amie Marianne vivait à 20 minutes en voiture, mais je n'avais pas de véhicule. Les Dubois avaient organisé mon transport pour les funérailles. Et je devais retourner au domaine par la suite. J'ai appelé un VTC avec mon téléphone. Me tenant au bout de l'allée alors que les phares de la voiture approchant traversaient la soirée qui s'assombrissait. Marianne m'attendait à la porte de son appartement quand je suis arrivé. Son visage plissé par l'inquiétude. « J'ai vu ton message, dit-elle, me serrant dans une étreinte féroce. Ces vautours absolus, je pourrais les tuer. Une fois à l'intérieur. » Elle me versa un verre de vin et s'assit à côté de moi sur son petit canapé, attendant patiemment que je raconte les événements de la soirée en phrases hésitantes. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, dit-elle fermement. Mais qu'en est-il de tes affaires? Tes vêtements? Tes? Je retournerai demain matin, dis-je. Ils seront au petit déjeuner. Je pourrai me faufiler et prendre ce dont j'ai besoin. L'appartement de Marianne n'avait qu'une chambre. Mais elle insista pour que je la prenne pendant qu'elle dormirait sur le canapé. Seul dans sa chambre, je me permis enfin de pleurer, des larmes silencieuses qui trempèrent l'oreiller. Quand la tempête de chagrin passa, je fouillai dans mon sac et sortis une enveloppe scellée. Nicolas me l'avait donnée pour notre 2e anniversaire, son expression inhabituellement sérieuse. Mais se retourner contre moi. C'est un peu exagéré, non? Il n'avait pas ri en retour. Garde-le, Claire. Espérons que tu n'en auras jamais besoin. Mes mains tremblèrent légèrement alors que je brisais le seau. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite dans l'écriture soignée de Nicolas et un morceau de papier plié. Ma chère Claire. Il y a une copie de l'acte de propriété avec ton nom dessus. Ne les laisse pas te chasser de ce qui t'appartient de droit. Ne les laisse pas effacer ce que nous avons construit ensemble. Tout mon amour, toujours Nicolas. Le morceau de papier plié était une photocopie d'un acte de propriété, non pas du domaine Dubois, mais d'une maison. Nos 2 noms étaient inscrits comme propriétaires avec une note sur le droit de survivance. Je n'avais pas su que Nicolas l'avait fait. Quand nous avons acheté la maison, j'étais entre 2 emplois. Et il avait dit qu'il s'occuperait des papiers temporairement jusqu'à ce que nous puissions ajouter mon nom plus tard. Il m'avait protégé après tout. J'ai dormi mal cette nuit-là.
Le bus matinal m'a emmené à distance de marche du domaine du bois. La maison était calme quand je suis entré avec la clé que Nicolas m'avait donnée il y a des années. Éléonore et Antoine seraient dans la salle du petit déjeuner à l'arrière de la maison à 7 heures. La table de chevet où j'avais laissé ma boîte à bijoux contenant le pendentif de ma mère et la bague de ma grand-mère était nue. Un bruit derrière moi me fit me retourner. Éléonore se tenait dans le couloir, porte-clés à la main. Elle venait de fermer à clé la porte de la chambre principale, la chambre d'enfance de Nicolas, où se trouveraient ses effets personnels. « Vous ne devriez pas être ici, dit-elle, d'une voix égale. « Où sont mes affaires, ai-je demandé. Emballées pour vous. Antoine vous les fera envoyer où que vous soyez. » Le renvoi calme dans son ton fit durcir quelque chose en moi. J'avais perdu mon mari, mon partenaire, mon meilleur ami. Je ne perdrai pas ma dignité non plus. J'aurais besoin de la clé du bureau de Nicolas, dis-je. Un éclair de quelque chose, surprise, inquiétude, traversa le visage d'Éléonore avant que son masque de composure ne revienne. Quoi que vous ayez besoin de son bureau, je peux vous le procurer plus tard. La clé, s'il vous plaît, Éléonore. J'ai peur que ce ne soit pas possible aujourd'hui. Nous rencontrons Maître Dubois sous peu. Je n'ai pas argumenté davantage. J'ai simplement hoché la tête et les dépassé, descendu les escaliers et sorti par la porte d'entrée. Le soleil se levait maintenant, projetant de longues ombres sur la pelouse entretenue. Je n'ai pas regardé en arrière. Cet après-midi-là, dans l'appartement de Marianne. J'ai écrit une lettre à moi-même. Une promesse, un plan. Chère Claire, aujourd'hui tu es partie. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es assez intelligente pour savoir quand te battre. Nicolas croyait en toi. Il s'y est préparé. Fais-lui confiance. Fais-toi confiance. Premièrement, sécurise ce qui t'appartient légalement. Ensuite, rappelle-toi qui tu es au-delà d'être la veuve de Nicolas. Enfin, ne les laisse pas définir son héritage ou le tien. Tu l'aimais. Il t'aimait. C'est ce qui compte à la fin. Le lendemain matin, je me suis habillé dans la seule tenue professionnelle que Marianne avait et qui me convenait. Une robe bleu marine légèrement trop grande, mais qui semblait intentionnelle une fois ceinturée. J'ai attaché mes cheveux en un chignon net, appliqué un maquillage minimal et mis les petites boucles d'oreilles en perles que Nicolas m'avait offertes pour notre premier anniversaire. Le bâtiment des archives du comté était calme à 7 heures. Je me suis approché du bureau avec une confiance que je ne ressentais pas entièrement. « Bonjour », dis-je à la commis. Une femme d'âge mûr aux yeux gentils. J'ai besoin de consulter les derniers registres de propriété pour 1542 rue du Chêne et 328 avenue des Ormes. La première adresse était sa maison. La seconde était le domaine du bois. Non, demanda la commis. Claire Dubois. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté. Claire Moreau. Il était temps de réclamer ce qui m'appartenait. La lecture du testament eut lieu dans la bibliothèque des domaines du bois. Une pièce bordée de livres reliés en cuir que Nicolas m'avait dit une fois que peu de membres de la famille lisaient réellement. Je suis arrivé précisément à 10 heures. Ignorant les regards surpris quand je suis entré dans la pièce. Éléonore était assise royalement dans un fauteuil à oreilles, Antoine se tenant derrière elle comme un sentinelle. Maître Dubois. L'avocat de la famille, semblait mal à l'aise en disposant des papiers sur le bureau antique. C'était un homme grand et mince aux cheveux gris filasse et aux lunettes à monture métallique qui l'ajustait constamment. « Madame Dubois », dit-il en me faisant un petit signe de tête. « Je n'étais pas sûr que vous nous rejoigniez. »« Je suis toujours la femme de Nicolas », répondis-je calmement, prenant place en face d'Éléonore. Antoine s'éclaircit la gorge. « Procédons. Voulez-vous ? Nous avons tous des arrangements à prendre. » Maître Dubois ajusta à nouveau ses lunettes. Oui, eh bien, ceci est, bien sûr, une lecture préliminaire. La procédure de succession complète prendra un certain temps. Il prit un document et commença à lire d'un ton formel. Alors que le langage juridique me submergeait. Un fait devint de plus en plus choquant. Selon ce testament, tout, notre maison, les investissements de Nicolas, sa part de l'entreprise familiale, étaient laissés à Éléonore en tant que fiduciaire. Avec Antoine nommé bénéficiaire secondaire. Il n'y avait aucune mention de moi. Ce n'est pas possible, dis-je quand Maître Dubois eut fini de parler. Nicolas et moi en avons discuté. Mais il y avait de la satisfaction dans ses yeux alors qu'elle rassemblait son sac à main.
Maître Dubois, veuillez envoyer tous les documents nécessaires à la maison. Antoine s'occupera des détails. Elle se leva, faisant un signe de tête à l'avocat. Merci pour votre temps. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, je suis restée assise, mon esprit s'emballant. Il me jeta un regard par-dessus son épaule, puis à la porte qui se fermait, et fit un geste subtil de la main. Attendez. Après le départ d'Éléonore et d'Antoine, il retourna dans la bibliothèque. Fermant la porte derrière lui. Madame Dubois, dit-il d'une voix plus basse. Puis-je vous parler? Bien sûr, répondis-je, l'espoir montant dans ma poitrine. Il s'assit en face de moi. Sa posture tendue. Je ne peux pas en dire beaucoup sur le plan professionnel, mais... Il retira ses lunettes, les lustrant avec son mouchoir. Nicolas est venu me voir il y a environ 6 semaines. Il a soumis un ajout à son testament. Un ajout? Un amendement? Clarifia Maître Dubois. C'était très spécifique concernant les dispositions pour vous. Ma gorge se serra. Qu'est-il arrivé à cela? Il n'a jamais été finalisé. Nicolas a été appelé à l'étranger pour une urgence familiale avant que nous puissions finaliser les formalités administratives. Il promit de revenir la semaine suivante, mais il s'interrompit, remettant ses lunettes. J'ai cherché mes notes de cette réunion, mais elles semblaient avoir été égarées. L'implication planait entre nous. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Ai-je demandé. Maître Dubois sortit une carte de visite de sa poche et la fit glisser sur la table. J'ai utilisé la clé du bureau de Nicolas, celle que j'avais récupérée chez nous pendant qu'Éléonore était occupée par la lecture du testament, pour accéder à notre boîte à la Banque de France. L'expression du directeur de la banque était sympathique quand j'ai expliqué que j'étais une veuve récente. Un dossier de documents et une petite clé USB. L'acte original de notre maison montrait nos 2 noms dûment authentifiés. Il y avait aussi des polices d'assurance dont je n'étais pas au courant. Des détails sur les comptes d'investissement et une enveloppe scellée marquée « Personnel ». Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Mon amour. Si tu lis ceci, vérifie l'USB. N'oublie pas que quoi qu'il arrive, tu devais toujours hériter de ce que nous avons construit ensemble. Cela n'était jamais destiné à leur revenir. À toi toujours. Et j'ai glissé le tout dans mon sac et j'ai remercié le responsable en partant, mon esprit déjà en train de deviner ce qu'il pourrait y avoir sur la clé USB. De retour dans l'appartement de Marianne, j'ai branché l'USB sur mon ordinateur portable. Il n'y avait qu'un seul fichier vidéo. Quand j'ai cliqué sur Play, illuminant ses cheveux sombres de reflets dorés. Salut, Claire, dit-il, son sourire doux, mais ses yeux sérieux. Si tu regardes ceci, alors, eh bien. Je suis parti et ils essaient de tout prendre. Je suis désolé. Je pensais que nous aurions plus de temps pour régler correctement toutes les affaires juridiques. Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je connaissais si bien. J'ai veillé à ce que ton nom soit sur l'acte de propriété. C'est légalement contraignant. Peu importe ce qu'ils essaient de faire avec le testament. Mais il y a plus qu'ils ne savent. Il se pencha plus près de la caméra. S'ils te poussent jamais dehors, ne les laisse pas gagner. Tu étais toujours destiné à hériter de ceci. De tout cela. Pas seulement pour toi, mais parce que c'est ce que mon grand-père aurait voulu. Il détourna brièvement le regard. Puis revint vers la caméra. Je t'aime, Claire, plus que tout. Souviens-toi de ça. La vidéo se termina et je restai dans un silence stupéfait, des larmes coulant sur mon visage. Bien que pas spécifiquement avec le droit des successions. C'est bien, dit-elle après avoir examiné les documents et regardé la vidéo. L'acte de propriété seul vous donne une base solide. La vidéo montre une intention claire. Elle prit une gorgée de vin. Nous devons immédiatement déposer une demande auprès du tribunal de succession. Cela suffira-t-il? Ai-je demandé. C'est un début. Nous aurons besoin de plus de textes, de tout ce qui montre les intentions de Nicolas. Et nous devrions vérifier si cet ajout dont Maître Dubois a parlé existe toujours quelque part. Pendant que Marianne prenait des notes, j'ai parcouru mon téléphone. Mais rien n'énonçant explicitement ses projets pour le testament. Éléonore et Antoine prévoient de vendre la maison, dis-je soudainement. Me souvenant d'un fragment de conversation que j'avais entendu à la morgue. Elles ne peuvent pas vendre votre maison sans votre signature,
me rappela Marianne. Pas avec votre nom sur l'acte. Pas sa maison, le domaine. La maison d'enfance de Nicolas. Marianne leva les yeux de ses notes. Peuvent-elles faire ça? Je pensais que c'était une propriété familiale. C'est le cas. C'est en partie la raison pour laquelle lui et sa mère se heurtaient si souvent. Le lendemain, alors que je quittais le palais de justice après avoir déposé les premières formalités. Déposer des réclamations sur la succession. J'ai retiré mon bras. Je protège ce qui m'appartient légalement. Vous n'avez aucun droit, siffla-t-il. Vous étiez juste sa femme. Vous devriez vérifier le coffre de votre mère avant de supposer quoi que ce soit, dis-je calmement, observant son expression passer de la colère à l'incertitude. Nicolas a laissé plus que vous ne le pensez. Je me suis éloigné, le laissant là, mais à l'intérieur, je tremblais. La confrontation confirma ce que je soupçonnais déjà. Il surveillait les dépôts judiciaires, se préparant à contester tout ce que je soumettais. L'avis formel du tribunal de succession est arrivé 2 jours plus tard. Une audience avait été fixée pour le mois suivant. Ce n'était pas beaucoup de temps pour se préparer, mais c'était quelque chose, une chance. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Nicolas. Pas de sa mort ou de ses funérailles, mais d'un après-midi ensoleillé dans notre jardin. Son rire résonnant alors qu'il chassait le chien du voisin qui s'était échappé par un trou dans la clôture. Dans le rêve, il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Tu te souviens de la clé, Claire ? Tout a toujours été à propos de la clé. » Je me suis réveillé avec des larmes sur mes joues. Mais un sentiment de détermination renouvelé dans mon cœur. La bataille avait commencé. La lumière du matin filtrait à travers les stores de la cuisine de Marianne alors que nous étalions des documents sur sa petite table. Tasse à café et bloc-notes juridiques créaient un poste de commandement improvisé alors que nous construisions notre dossier pièce par pièce. « Regarde ça, dit Marianne. Pointant un ancien titre de transfert de propriété qu'elle avait déterré des archives du comté. Le domaine a été transféré du grand-père de Nicolas à son père dans des circonstances inhabituelles. La signature semble différente des documents précédents, ai-je noté, la comparant à un autre papier. Exactement. Et regardez le notaire. Marguerite Dubois. Marianne hocha gravement la tête. Ce qui soulève des questions sur la légitimité de toute la chaîne de propriété. Nous avons été interrompus par un coup à la porte. Ai-je expliqué, me levant rapidement. Il s'était brouillé avec la famille il y a des années. Je ne l'ai rencontré qu'une fois à notre mariage. Sa posture droite comme un militaire. Il a décliné l'offre de café de Marianne, ses yeux bleus, si semblables à ceux de Nicolas, fixés sur moi. J'ai entendu ce qu'Éléonore fait. Dit-il sans préambule, d'une voix rauque. Nicolas m'a appelé il y a 2 mois. A dit qu'il s'inquiétait pour vous s'il lui arrivait quelque chose. Vous étiez en contact avec Nicolas ? Ai-je demandé, surprise. Il a dit qu'Éléonore et vous ne vous parliez plus depuis des années. Nous ne nous parlions plus. Un fantôme de sourire traversa son visage buriné. Éléonore ne pardonne pas à ceux qui la croisent. Jamais. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Demanda Marianne sans détour. L'expression de Roland se durcit. La même chose qu'elle a fait à son mari. La même chose qu'elle essaie de vous faire. Il me regarda droit dans les yeux. Elle réécrit l'histoire, efface les gens, change les documents. Elle le fait depuis qu'elle s'est mariée dans la famille. Avez-vous des preuves ? Ai-je demandé, l'espoir montant dans ma poitrine. Rien qui ne puisse tenir en cours, admit-il. Mais je sais ce qu'il est advenu du testament de mon frère quand il est mort. Éléonore s'est assurée que tout se passe exactement comme elle le voulait. Après le départ de Roland. Promettant de chercher des documents qui pourraient t'aider, je me suis assise tranquillement, retournant ces paroles dans mon esprit. Elles correspondaient à quelque chose que Nicolas m'avait dit un jour, un souvenir qui refit surface avec une douloureuse clarté. Nous étions assis dans notre salon. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ai-je demandé, me blottissant contre lui. Rien d'important, avait-il dit, mais ajouta ensuite. C'est juste que ma mère a toujours un plan de secours. Si tu ne signes pas ce qu'elle veut, elle trouve un autre moyen d'obtenir ce qu'elle veut. Cela semble de mauvais augure, ai-je plaisanté. Il n'avait pas souri. Avec ma mère, c'est le cas. La voix de Marianne me ramena au présent. J'ai trouvé quelque chose, dit-elle, faisant pivoter son ordinateur portable vers moi.
des registres publics d'une affaire il y a 15 ans. Mais regardez les commentaires du juge. Il note des irrégularités dans la documentation, mais a statué en faveur d'Éléonore car le testament original n'a pas pu être produit. Que le tribunal a accordé temporairement jusqu'à ce que la propriété puisse être établie. Le déménagement a rendu furieux Éléonore et Antoine. Je le sais parce que Maître Dubois a appelé pour me prévenir qu'il menaçait de représailles juridiques. Ils se plaignent de diffamation, dit-il, d'un ton fatigué. C'est une tactique d'intimidation, mais soyez prêtes. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée de Jeanne Martin, la notaire qui avait témoigné de notre acte de propriété. Dubois était catégorique sur le fait que sa femme devait être protégée par la propriété conjointe. Il a spécifiquement mentionné ses préoccupations concernant l'interférence familiale en cas de son décès et voulait s'assurer que les droits de Madame Dubois soient légalement établis et documentés. C'était une autre preuve montrant les intentions claires de Nicolas. Le développement le plus surprenant est arrivé de manière inattendue. Je suis entré pendant ce qui, je le savais, était le rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur d'Éléonore. J'étais dans le couloir devant l'ancienne chambre de Nicolas quand j'ai entendu des voix venant du bureau d'Éléonore. Antoine et sa mère, qui étaient apparemment rentrés tôt. Vous avez dit que l'acte était détruit, disait Antoine, d'un ton accusateur. Maintenant, son avocat le brandit au tribunal. C'était une copie, rétorqua Éléonore. Nicolas a dû en faire des doubles. Ça ne change rien. Ça change tout. Le juge a déjà accordé son injonction. Si elle obtient la maison, elle n'aura rien. Éléonore coupa la parole. Le cœur battant la chamade. Une fois qu'ils furent passés, j'ai sorti mon téléphone et vérifié l'enregistrement que j'avais commencé en entendant leur voix. Il avait capturé clairement tout. L'amour dans ses yeux quand il regardait la caméra, vers moi, était à la fois réconfort et torture. Tu me manques, ai-je murmuré à l'écran. Je ne sais pas si je suis assez forte pour ça. Mais le lendemain matin, je me suis levé tôt, me suis lavé le visage et ai continué le combat, car c'est ce que Nicolas aurait fait. C'est ce à quoi il m'avait préparé. Mais Marianne l'avait trouvé lors de ses recherches. Nicolas Dubois, petit-fils du regretté philanthrope Henri Dubois, a fait don du domaine historique Dubois à une fiducie communautaire nouvellement formée avec des dispositions pour sa préservation en tant que monument culturel. Nicolas Dubois et son épouse Claire Moreau-Dubois sont répertoriés comme co-directeurs de la fiducie. C'est énorme, dit Marianne quand elle me montra l'article. Si Nicolas a réellement créé cette fiducie, alors ni Éléonore ni Antoine n'ont le droit de vendre le domaine. Mais pourquoi Nicolas ne m'a-t-il pas parlé de ça? Peut-être qu'il avait l'intention de le faire, suggéra TL doucement. Peut-être qu'il a manqué de temps. Alors que nous nous préparions pour l'audience à venir. Mais assez pour que vous obteniez une audience équitable. Qu'est-il arrivé? Ai-je demandé. Maître Dubois ajusta ses lunettes. La juge Moreau était une jeune associée dans un cabinet représentant un client contre les intérêts commerciaux des Dubois. Éléonore avait fait supprimer certaines preuves grâce à des connexions. Le juge ne l'a jamais oublié. Pour la première fois depuis la mort de Nicolas, j'ai ressenti une étincelle de quelque chose comme de l'optimisme. Peut-être que la justice était possible après tout. Peut-être que je pouvais honorer les souhaits de Nicolas et protéger ce que nous avions construit ensemble. Alors que la date de l'audience approchait. J'ai passé des heures à me préparer avec Marianne, à examiner les documents, à répéter mon témoignage, à me préparer à la confrontation à venir. J'ai placé la lettre de Nicolas dans un cadre près de mon lit. Un rappel chaque matin de pourquoi je me battais. La nuit avant l'audience. Je me suis assise sur l'herbe humide à côté, traçant son nom du bout des doigts. Je me bats pour nous demain, lui ai-je dit doucement. Pour tout ce que tu voulais protéger. Je ne les laisserai pas effacer ce que nous avions. Une douce brise bruissait dans les arbres du cimetière, et quelque part au loin, un oiseau de nuit appelait. Je suis resté là jusqu'à ce que l'obscurité soit complète, rassemblant ma force dans le silence et les étoiles au-dessus. Demain, la vraie bataille commencerait. Aussi prête que je peux l'être, ai-je répondu, lissant des plis invisibles de ma jupe. Le palais de justice était une imposante structure de briques au centre de la ville. Alors que nous montions les larges marches de pierre, j'ai aperçu Antoine et Éléonore arrivant dans la voiture noire élégante d'Éléonore. Éléonore est sortie la première. Impeccable dans un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus que mes 3 mois de salaire. Antoine a suivi, son expression grave mais confiante.
Entremarchait un homme distingué que j'ai reconnu comme Philippe Bernard, l'un des avocats les plus chers du comté. Ils ont sorti les gros canons, murmura Marianne. Nous avons la vérité. Lui ai-je rappelé. À l'intérieur, la salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais, avec des bancs en bois poli et des murs lambrissés de chêne foncé. Éléonore et Antoine étaient assis du côté gauche de l'allée, leur posture rigide de certitude. J'ai pris ma place à droite. Marianne à mes côtés et Maître Dubois planant incertainement en arrière-plan. Une porte latérale s'est ouverte et le huissier a appelé « Que tout le monde se lève ». L'honorable juge Isabelle Moreau président. La juge Moreau était une femme composée et sévère, la cinquantaine, avec des cheveux bruns striés d'argent tirés en un chignon net. Elle regarda les papiers devant elle. Il semble s'agir d'un litige concernant la propriété des biens et l'exécution du testament du défunt. Est-ce exact? Les avocats ont confirmé et les procédures ont commencé. Antoine a été appelé à témoigner en premier, se levant pour prendre le banc avec une confiance rodée. Interrogé par Bernard. Il a dressé un tableau de Nicolas comme quelqu'un qui s'était temporairement éloigné des traditions et des attentes familiales. Mon frère avait un bon cœur, dit Antoine. Il n'aurait jamais eu l'intention qu'il passe en dehors de la lignée de sang. Et sa relation avec sa femme dans les mois précédant sa mort? Tendu. Répondit Antoine avec une seule hésitation que seul moi semblais remarquer. Il passait plus de temps au domaine familial, moins à la maison qu'il partageait avec elle. C'était un mensonge éhonté. Nicolas était plus souvent au domaine parce qu'Éléonore était malade, et il aidait à gérer les affaires familiales pendant qu'elle se rétablissait. Mais le mensonge fut délivré avec une telle confiance fluide que je vis la juge prendre des notes. Quand ce fut mon tour de prendre le banc, mes jambes semblaient instables sous moi. Je me suis concentré sur ma respiration alors que j'étais assermenté, puis j'ai pris place face à la salle d'audience. Le regard d'Éléonore était froid et dédaigneux. Antoine regardait quelque part par-dessus mon épaule gauche, évitant le contact visuel. Mon avocat, David Moreau. Recommandé par le cabinet de Marianne et travaillant pour des honoraires considérablement réduits, s'est approché avec un sourire rassurant. Madame Dubois. Pourriez-vous dire à la cour ce que vous savez de votre mariage avec Nicolas? Je parlais clairement, gardant ma voix ferme malgré le chagrin qui me serrait encore la gorge. Nous étions mariés depuis 3 ans, mais nous nous connaissions depuis 5. Nicolas était gentil, attentionné et délibéré dans ses décisions. Il n'était pas impulsif, comme son frère l'a suggéré. Je fis une pause, puis continuai. Il était également très conscient des préoccupations de sa famille concernant notre mariage. Les documents que nous avions trouvés, et les déclarations explicites de Nicolas concernant ma protection contre les actions potentielles de sa famille. Et Nicolas a-t-il exprimé des souhaits concernant le domaine familial? Il m'a dit que son grand-père voulait qu'il soit préservé, pas vendu ou développé. C'est pourquoi il a créé la fiducie communautaire. Bernard s'est opposé immédiatement. Votre honneur. J'étais entre 2 emplois, ai-je corrigé. J'ai dirigé une librairie jusqu'à sa fermeture, puis j'ai rencontré Nicolas lors d'un entretien dans la division édition de sa société. Un endroit pratique pour rencontrer un jeune homme riche d'une famille de premier plan. Je gardais ma voix égale. J'ai rencontré un homme gentil qui aimait les livres autant que moi. Je n'ai connu sa famille que lors de notre 3e rendez-vous. Après mon témoignage, Marianne a lancé la vidéo USB sur son ordinateur portable, qui avait été connecté au système d'affichage de la salle d'audience. Le visage de Nicolas est apparu à l'écran, ses yeux bleus regardant directement la caméra. « Salut, Claire » a dit sa voix enregistrée, remplissant la salle d'audience silencieuse. « Si tu regardes ceci, alors, eh bien, je suis parti et ils essaient de tout prendre. » Alors que la vidéo jouait. J'ai regardé le visage d'Éléonore. Pour la première fois depuis que je la connaissais, sa contenance s'est fissurée. Ses lèvres se sont serrées en une fine ligne blanche. Et un muscle a tressauté dans sa mâchoire alors que la voix de Nicolas continuait. Cette maison lui a toujours été destinée. Peu importe ce qui m'arrive. Quand la vidéo s'est terminée. La juge Moreau a retiré ses lunettes, se frottant l'arête du nez. Je pense que nous allons prendre une pause de 15 minutes, a-t-elle annoncé. J'ai besoin de revoir certains de ces documents supplémentaires dans mon bureau. Dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. Mais serait-ce suffisant? Une ombre est tombée sur moi, et je me suis tourné pour trouver Éléonore debout là, ses yeux durs comme du silex.
C'était une sacrée performance, dit-elle. Sa voix suffisamment basse pour que seul moi puisse l'entendre. La veuve endeuillée qui se bat pour la justice. Je n'ai rien dit. Sachant que toute réponse ne lui donnerait que des munitions. Vous le regretterez, continua-t-elle. Il vous aimait peut-être, mais il m'appartenait. C'était mon fils, mon sang. Quelque chose en moi s'est durci à ces mots. Et pourtant. Il m'a donné la clé, ai-je répondu doucement. Les yeux d'Éléonore s'écarquillèrent légèrement, et je savais qu'elle se demandait exactement à quelle clé je faisais référence. La boîte à la Banque de France, la maison, quelque chose d'autre qu'elle ne connaissait pas. Avant qu'elle ne puisse répondre, le huissier nous rappela dans la salle d'audience. Alors que nous entrions, j'ai remarqué une nouvelle arrivée. L'oncle Roland s'était faufilé au dernier rang, une enveloppe en papier brun serrée dans ses mains burinées. Roland se leva, s'avançant avec une précision militaire. Il fut rapidement assermenté, puis prit le banc. Monsieur Dubois, vous êtes le frère du regretté Jacques Dubois, n'est-ce pas? Le père de Nicolas Dubois. Oui, votre honneur. Et vous avez soumis une déclaration concernant des conversations avec votre neveu avant sa mort. Roland hocha la tête. Nicolas m'a appelé il y a environ 2 mois avant l'accident. Il s'inquiétait de ce qui arriverait à sa femme s'il lui arrivait quelque chose. Il a dit explicitement qu'il craignait que sa mère n'essaie d'effacer Claire de la famille s'il n'était pas là pour la protéger. L'avocat d'Éléonore se leva d'un bond. Objection. C'est une ouï-dire, votre honneur. C'est une déclaration de mourant, rétorqua mon avocat, et monsieur Dubois a fourni les relevés téléphoniques confirmant que l'appel a eu lieu. La juge Moreau autorisa le témoignage à continuer. Roland parla brièvement mais puissamment des préoccupations de Nicolas et de ses intentions claires concernant à la fois notre maison et le domaine familial. Lorsque le tribunal a repris après le témoignage de Roland, la juge Moreau s'est adressée aux 2 parties. J'ai examiné les preuves présentées aujourd'hui, y compris la vidéo, l'acte de propriété et la déclaration de monsieur Roland Dubois. J'ai également examiné la documentation concernant la prétendue fiducie communautaire. Elle nous regarda tour à tour. Une décision ne sera pas prise aujourd'hui. Les preuves sont complexes et nécessitent un examen attentif. Elle fit une pause, puis continua avec une fermeté indéniable. Cependant, j'ai vu assez pour placer un gel immédiat sur le domaine. Aucune propriété ne doit être vendue, transférée ou modifiée de quelque manière que ce soit jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu. Est-ce compris? Le visage d'Éléonore resta impassible, mais ses jointures blanchirent tandis qu'elle serrait son sac à main. Alors que nous quittions la salle d'audience. Même son propre avocat commençait à douter de son affaire. Marianne me serra le bras alors que nous descendions les marches du palais de justice. Ce n'est que le début, avertit-elle. Mais c'est un bon début. J'ai hoché la tête, sentant le poids de la lettre de Nicolas dans mon sac. Pour la première fois depuis sa mort. Je me tenais sur le porche de ce qui avait été ma maison avec Nicolas, une clé à la main. Le tribunal m'avait accordé un accès temporaire pendant que la propriété était déterminée. Et j'avais retardé ce moment le plus longtemps possible, sachant que cela apporterait à la fois du réconfort et de la douleur. La maison sentait légèrement la poussière et le calme. La tasse à café de Nicolas était toujours sur le comptoir où il l'avait laissée ce dernier matin, maintenant rincée et retournée par la main de quelqu'un, probablement Éléonore. Lors de son passage dans la propriété. Je n'ai pas pleuré. J'en avais assez fait dans les heures sombres de l'appartement de Marianne. Au lieu de cela, j'ai méthodiquement commencé à vérifier les cachettes que Nicolas avait créées dans toute la maison. Plancher mal ajusté, faux fond de tiroir, livres évidés. Nicolas était joueur à propos de ces cachettes secrètes, les utilisant pour me cacher des cadeaux d'anniversaire ou des mots d'amour à trouver. La plupart étaient vides maintenant. Nettoyés par le passage minutieux d'Éléonore. Mais dans le cabanon de jardin, derrière une pile de pots en terre cuite, j'ai trouvé quelque chose qui a fait battre mon cœur. Les restes carbonisés d'une boîte métallique, dont la serrure était brisée, les bords noircis par le feu. À l'intérieur, il y avait des fragments de papier, partiellement brûlés. Mais encore lisibles par endroits. L'écriture de Nicolas était indubitable sur les coins calcinés. J'ai rassemblé chaque morceau avec soin dans un sac en plastique. Essayant de ne pas endommager davantage les fragiles preuves. Ce soir-là, Marianne a apporté Daniel Lefebvre, un ami qui travaillait comme analyste de documents médico-légaux.
dit-il après une heure d'examen minutieux. Quelqu'un a essayé de détruire cela, mais ils ont été interrompus ou pressés. Le feu n'a pas complètement consumé le document. Pouvez-vous dire ce que c'était? Ai-je demandé. Daniel a arrangé plusieurs fragments plus grands ensemble. C'est un testament ou un document juridique similaire. Voyez cette formulation ici? Je lègue. Et à ma femme, Claire Moreau-Dubois. Et voici une date d'environ 3 mois auparavant. Cela correspond à quand Nicolas est allé voir Maître Dubois à propos de l'ajout, a noté Marianne. Daniel a pris des photos de chaque fragment, puis a utilisé son ordinateur portable pour améliorer et analyser le texte. Il y a plus, dit-il finalement. Cette section ici fait référence à la pleine propriété et au contrôle de tous les biens actuellement en mon nom. Et cette partie mentionne contrairement à tous les arrangements précédents. C'était la confirmation dont nous avions besoin. Nicolas prévoyait un transfert complet des actifs à moi, annulant explicitement toute disposition antérieure, et bien. Qui aurait pu favoriser sa mère ou son frère? Cela tiendra-t-il devant le tribunal, ai-je demandé. Daniel fut prudent. Ce sont des preuves fragmentaires. Mais combinées à tout ce que vous avez d'autre, cela construit une image convaincante de quelqu'un détruisant délibérément des preuves qui contredisaient leurs affirmations. Le lendemain matin. J'ai suggéré un café en centre-ville, en lieu public mais avec des tables privées. Quand je suis arrivé, Antoine était déjà là, une tasse intacte refroidissant devant lui. Il avait l'air fatigué. C'est une offre généreuse, plus que juste pour un mariage de 3 ans. Ce n'est pas une question d'argent, Antoine. C'est une question d'honorer ce que Nicolas voulait. Il se pencha en avant. Écoutez, vous ne comprenez pas à quoi vous êtes confronté. Ma mère manipule des documents et des gens depuis des décennies. J'ai terminé. Je sais plus que vous ne le pensez. Antoine me fixa un long moment, puis se leva brusquement. L'offre expire à la fin de la semaine. Réfléchissez je n'ai pas pris la peine de répondre alors qu'il s'éloignait. Il n'y avait rien à réfléchir. Cet après-midi-là, Marianne a appelé avec des nouvelles. Tu es en tendance, dit-elle sans préambule. Quoi? Quelqu'un a divulgué des images de la salle d'audience. La vidéo de Nicolas. C'est partout sur les réseaux sociaux. Les gens traitent Éléonore de vautour du deuil et pire encore. J'ai ressenti un éclair de consternation. Autant je voulais la justice, autant je ne voulais pas que cela devienne un spectacle public. Nicolas avait toujours été discret. Détestant l'attention qui accompagnait parfois son nom de famille. À quel point est-ce grave pour Éléonore? Assez grave. Le tribunal d'opinion publique a clairement pris votre parti. Quant à vous, eh bien, vous feriez mieux d'éviter les nouvelles locales et vos réseaux sociaux pendant un moment. Ils essaient tous d'obtenir des déclarations. Le lendemain. Roland m'a invité à déjeuner dans un restaurant tranquille en bordure de la ville. Il semblait troublé, tripotant sa serviette d'une manière qui me rappelait douloureusement Nicolas. Il y a quelque chose que vous devriez savoir, dit-il après que nous ayons commandé, à propos d'Éléonore et de la façon dont elle a obtenu autant de contrôle sur les actifs familiaux. Il m'a raconté une histoire qui comblait de nombreuses lacunes sur lesquelles je m'interrogeais. Éléonore a fait à mon père ce qu'elle essaie maintenant de vous faire, expliqua-t-il. Manipuler des documents, créer des urgences qui interrompaient les procédures judiciaires, et progressivement pris le contrôle de tout. Jacques, mon frère, ne s'en est pas rendu compte avant qu'il ne soit trop tard, expliqua Roland. À ce moment-là, elle avait la procuration, le contrôle des comptes, tout. Quand il a essayé de changer les choses, il y avait toujours un problème avec la paperasse. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Le visage buriné de Roland se plissa de vieux regrets. J'ai essayé. Jacques n'a pas voulu l'entendre. Et après sa mort, Éléonore s'est arrangée pour que je sois tenu à l'écart des garçons. Nicolas n'a repris contact avec moi qu'après vous avoir rencontré. 2 jours plus tard. J'ai visité la tombe de Nicolas à nouveau. Cette fois, j'ai apporté une copie de la dernière décision de la juge Moreau. Une tutelle temporaire du domaine placée entre mes mains jusqu'au jugement final. Je l'ai lu à voix haute, ma voix ferme dans le calme du cimetière. Tu gagnes, Nicolas, ai-je murmuré. Plaçant un seul tournesol contre sa pierre tombale. Elle ne peut pas m'effacer. Plus maintenant. Ce soir-là, travaillant tard, examinant à nouveau la clé USB.
Marianne a découvert un dossier caché que nous avions négligé lors de notre examen initial. Il contenait des sauvegardes des emails privés de Nicolas, y compris un qui s'est avéré décisif. Une notification formelle à l'avocat de la famille révoquant un accord de procuration partagé avec sa mère. L'email datait d'un accent grave peine 3 semaines avant sa mort et incluait la phrase. Les événements récents ont clairement indiqué qu'une représentation juridique distincte est nécessaire pour protéger mes intérêts et ceux de ma femme. C'était le coup de pistolet que nous recherchions. Une preuve claire que Nicolas travaillait activement pour séparer légalement ses affaires du contrôle de sa mère avant son accident. Alors que les nouvelles des procédures judiciaires se répandaient dans la famille élargie Dubois, quelque chose d'inattendu commença à se produire. Des cousins éloignés, des oncles seconds. Et des amis de la famille commencèrent à me contacter avec leurs propres histoires sur les manipulations d'Éléonore au fil des ans. La plupart n'avaient aucune preuve concrète à offrir. Mais leur soutien renforça ma détermination. Roland fut particulièrement influent, partageant une lettre que Nicolas lui avait écrite un mois seulement avant l'accident. Dans celle-ci, Nicolas me décrivait comme « la personne la plus honnête et loyale que j'ai jamais connue, le contraire complet de ce qu'est devenue notre famille. » Avec chaque nouvelle pièce de preuve, chaque petite victoire, je sentais un subtil changement en moi. Le chagrin paralysant qui m'avait trouvé dans les semaines suivant la mort de Nicolas commença à céder la place à quelque chose de plus fort. Je ne me battais pas seulement pour la propriété ou l'argent. Je me battais pour la vérité de notre relation, pour les plans et les rêves que nous avions partagés. Pour l'avenir que Nicolas avait essayé de me garantir. J'ai commencé à rencontrer des avocats spécialisés en succession. À examiner attentivement les options pour la fiducie communautaire que Nicolas avait établie. J'ai contacté la société historique pour connaître les directives de préservation du domaine du bois. J'ai commencé, de manière petite mais significative, à retrouver ma voix et mon pouvoir. L'audience de succession finale a été fixée à un mardi matin début printemps. La pluie de la nuit avait lavé le monde et le soleil brillait sur les flaques d'eau dans le parking du palais de justice alors que j'arrivais. Les couloirs étaient bondés. La nouvelle de l'affaire Dubois s'était répandue, et des journalistes locaux s'attardaient près des portes de la salle d'audience. Espérant une déclaration ou un aperçu des protagonistes de ce drame familial. Éléonore est arrivée avec Antoine et leur avocat. Tous trois conservant un front uni malgré les fissures dont je savais qu'elles s'étaient formées dans leur relation. Antoine ne pouvait pas soutenir mon regard en passant. La juge Moreau est entrée promptement à 9 heures, son expression ne révélant rien alors qu'elle prenait place et arrangeait ses papiers. La salle d'audience est tombée dans le silence. La tension presque palpable. Avant de commencer les procédures d'aujourd'hui, dit-elle, sa voix nette dans la pièce silencieuse, je veux aborder quelque chose directement. Elle regarda ostensiblement Éléonore. Le parjure est une infraction grave, surtout lorsqu'il est associé à la destruction de preuves. Ce tribunal ne considère pas favorablement les tentatives de manipulation du processus judiciaire. Le visage d'Éléonore resta impassible, mais ses épaules se raidirent légèrement. Son avocat se pencha pour lui murmurer quelque chose, mais elle secoua légèrement la tête, rejetant tout conseil qu'il offrait. L'audience a repris avec les présentations des deux équipes juridiques. Les preuves s'étaient considérablement accrues depuis notre première comparution, les fragments de documents reconstitués, l'email révoquant la procuration. Les déclarations des membres de la famille sur le schéma de comportement d'Éléonore, et le témoignage d'experts sur l'authenticité de la vidéo de Nicolas et de l'acte de propriété. Quand ce fut le tour des déclarations finales, je fus la dernière à parler. Je me suis tenu devant le juge, consciente de tous les regards braqués sur moi. Pendant un instant. J'ai pensé à cette nuit à la table du dîner des Dubois, quand Éléonore m'avait dit que je pouvais aller pleurer ailleurs. Comme je m'étais senti petite et effacée. Mais cette femme avait disparu maintenant, remplacée par quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui comprenait sa propre valeur. Votre honneur, commençai-je, ma voix ferme. Cette affaire a été présentée comme un litige sur la propriété et les actifs, mais à son cœur, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Je fis une pause, rassemblant mes pensées. J'étais sa femme, pas seulement de nom, mais dans la vie que nous avons construite ensemble, et il m'a fait confiance pour la protéger. J'ai parlé des intentions de Nicolas. Il n'y avait pas besoin. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Quand j'ai terminé et que je suis retourné à ma place, il y eut un moment de silence complet dans la salle d'audience. Le tribunal estime que les intentions de Nicolas Dubois concernant sa succession étaient claires et délibérément documentées par de multiples moyens.
Les tentatives de cacher, de modifier ou de détruire ses intentions constituent une grave violation des normes juridiques et éthiques. Elle continua, décrivant sa décision avec une précision méthodique. J'ai obtenu la pleine propriété de notre maison et la reconnaissance comme principal bénéficiaire de la succession personnelle de Nicolas. La fiducie communautaire que Nicolas avait établie pour le domaine familial a été validée, et je fus confirmé comme sa directrice principale. De plus, ajouta la juge Moreau. Ce tribunal renvoie l'affaire au bureau du procureur du district pour enquête sur la gestion passée des affaires de succession par Madame Éléonore Dubois. Son visage un masque rigide alors que les implications de la décision se faisaient sentir. Non seulement elle avait perdu le contrôle des actifs, mais elle faisait maintenant face à des accusations criminelles potentielles pour ses actions. Alors que la salle d'audience se vidait, Éléonore se leva enfin. Pendant un moment, nos regards se croisèrent à travers la pièce. Il n'y avait aucun remords dans son regard, seulement une froide fureur et quelque chose qui pourrait être du respect réticent. Puis elle se tourna et s'éloigna, le dos droit, la tête haute, une reine détrônée, mais unwilling de montrer sa défaite. Le lendemain, je suis retourné dans ce qui était désormais légalement ma maison. Je me suis déplacé lentement dans la pièce, ouvrant les rideaux qu'Éléonore avait fermés pendant son occupation, laissant la lumière du soleil couler à travers les fenêtres. J'ai fait don du lourd mobilier antique qu'elle avait apporté du domaine, le remplaçant pièce par des articles que Nicolas et moi avions choisis ensemble. Dans le jardin arrière, j'ai arraché les mauvaises herbes des parterres de fleurs que Nicolas et moi avions plantées lors de notre premier printemps ensemble. De nouvelles pousses vertes perçaient déjà le sol. Jonquilles et crocus et les tournesols qu'il aimait. La vie continuait, se renouvelant malgré toutes les tentatives pour l'effacer. Pendant que je travaillais, Roland est passé, apportant une boîte de vieilles photographies qu'il avait trouvées. Nicolas enfant, avant que l'influence d'Éléonore n'ait jeté une telle ombre sur la famille. Je me suis retrouvé attiré par le bureau de Nicolas, une pièce que j'avais évitée depuis sa mort. Sa présence semblait la plus forte ici, dans les livres sur les étagères. Les marques de stylo sur le bureau, l'odeur persistante de sa Cologne. J'ai passé mes doigts le long du bord de son bureau, me souvenant comment il levait les yeux et souriait chaque fois que j'entrais dans cette pièce. Le tiroir du bas à droite avait toujours été verrouillé. Son tiroir privé. J'ai essayé la clé que j'avais trouvée parmi ses effets personnels, et la serrure s'est ouverte sans effort. À l'intérieur, il y avait une seule enveloppe portant mon nom écrit de sa main familière. Le cœur battant, je l'ai ouverte soigneusement. Ma très chère Claire, si tu lis ceci, cela signifie que tu as riposté. Et je suis fier de toi. J'ai toujours su que tu avais plus de force que tu ne le pensais. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger moi-même. Je suis désolé que tu aies dû affronter leur cruauté seule. Mais je ne regrette pas de t'avoir aimé malgré le fait de savoir de quoi ma famille était capable. Quoi qu'il arrive ensuite, sache que tu m'as donné les années les plus heureuses de ma vie. Notre maison était plus qu'une maison. C'était l'avenir que nous construisions ensemble. Prends cet avenir et fais-le le tien maintenant. Tout mon amour, Nicolas. Les larmes brouillèrent ma vision alors que je tenais la lettre contre mon cœur. Il avait su, s'était préparé au pire tout en espérant le meilleur. M'avait fait confiance pour être assez forte pour me dresser contre sa famille si nécessaire. Plus tard dans la nuit, Marianne est venue avec une bouteille de vin pour célébrer la victoire du tribunal. Nous nous sommes assises sur le porche arrière, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Tu n'as pas seulement gagné une maison, dit-elle, levant son verre pour un toast. Tu as retrouvé ta voix. J'ai souri, pensant à quel point j'étais loin de cette silhouette silencieuse s'éloignant de la table du dîner des Dubois. Je ne les laisserai jamais gagner, dis-je doucement. Pas après tout ce que Nicolas a fait pour me protéger. Marianne s'est penchée en arrière sur sa chaise, m'étudiant. Que vas-tu faire du domaine? La fiducie. Exactement ce que Nicolas voulait. Le préserver. Ouvrir des parties au public. Honorer l'héritage de son grand-père. J'ai pris une gorgée de vin, sentant la chaleur se répandre en moi. Éléonore et Antoine n'ont jamais compris que ce n'était pas une question de posséder des choses. Il s'agissait de protéger ce qui compte. Alors que Marianne partait ce soir-là, je me suis tenu dans l'encadrement de la porte, regardant sa voiture disparaître dans la rue. La maison derrière moi était silencieuse, mais plus vide.
Elle était remplie de souvenirs et de possibilités, de chagrin et d'espoir entremêlés. J'ai repensé à cette nuit où Éléonore m'avait renvoyé de la table du dîner, quand j'étais parti sans protester. Je suis parti tranquillement cette nuit-là, me suis-je murmuré, non pas parce que j'étais faible, mais parce que je savais qu'il ne me verrait jamais venir. Que feriez-vous si quelqu'un essayait de vous effacer de la vie que vous avez construite? Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires de force tranquille et de justice inattendue.